Bonsoir, bienvenue dans votre émission Grand H. Grand H, grand homme. H comme auteur, H comme valeur, H comme excellence. Et surtout, nous pensons ce soir recevoir pour vous un des grands aussi. Il les mérite parce que lui, il est le président des architectes du Congo. C'est bel et bien monsieur Guibal Kananga Joseph Brinel. Et j'aimerais d'abord, avant d'évoluer avec le jeu des questions-réponses, vous faire découvrir notre H de ce soir. Suivez. Guibale Leki Kananga Brunel Joseph est de nationalité congolaise, pays de résidence, Afrique du Sud. Il est né le 11 novembre 1967. Il est marié. Études faites, janvier 2006, décembre 2018, diplômé de maîtrise en architecture, University of Pretoria, République South-Africaine. Janvier 2000, novembre 2002, diplômé de gradué en théologie pratique, École de la Bible, Le Gossrema, Edlor, Kinshasa, RDC. Octobre 1992, octobre 1994, diplômé de licence en architecture, Institut de bâtiments et des travaux publics, Kinshasa, DRC. Octobre 1986, octobre 1990, diplômé de gradué en architecture, Institut de bâtiments de travaux, Kinshasa, RDC. Septembre 1979, juin 1985, diplômé d'état en maths et physique au collège Lankwa, Idiofa, en RDC. Il parle couramment l'anglais et le français, qu'il l'écrit aussi très bien. En ce qui concerne son expérience professionnelle, structure Société des architectes du Congo SAC, position président de la Société des architectes de la République démocratique du Congo. Janvier 2012 à nos jours, compagnie Arche, position architecte général manager DG. Responsabilité. Études, architecture urbaine et industrie de construction, la gestion de tout le projet de la soumission à l'exécution complète, la gestion de la direction technique par les ressources de tous les hommes de métier. L'importation à l'exécution de matériaux, l'importation à l'utilisation du matériel, les relations publiques avec l'extérieur, projets réalisés, études de la nouvelle cité de la Robanque. Brinel Joseph a comme vision, je cite, « Je voudrais idéalement développer ma carrière en gestion des affaires et en trait au projet des infrastructures en général. Cela inclut l'architecture, la construction, appel d'offres publiques, de gestion de projets. Guibale Leki Kananga Brunel Joseph a comme clé de réussite l'intégrité et le respect de l'éthique professionnelle, le leadership et l'amour de la perfection, l'esprit de travail d'équipe, l'enthousiasme à apprendre et à la formation, reconnaissance, facilité de communication, prêt à accepter ses erreurs et les corriger. Guibale Leki Kananga Brunel Joseph est l'invité du Grand H. Bienvenue, monsieur. Voilà, donc vous avez bel et bien compris notre H de ce soir. Et il a beaucoup œuvré, il a beaucoup participé, surtout contribué pour le développement de notre pays. Et il le fera toujours parce que c'est ça son devoir, c'est ça sa vie. Il a donné sa vie pour que le Congo puisse aller de l'avant, surtout son intelligence, son expertise. Monsieur Guibale Brinel Joseph, je tenais à vous saluer. Et j'ose croire que vous allez peut-être ajouter s'il y a peut-être quelques éléments qu'on n'a pas évoqués, surtout concernant votre CV, CV qui était brièvement présenté pour notre exploiteur de Grand H. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Doudou. Oui. Alors, le CV, c'était complet? Tu sais, c'est un peu difficile de parler de soi-même. C'est très compliqué pour très cette émission. compliqué. Très souvent, j'ai des problèmes. Oui. Bon, je suis congolais. Je suis congolais 100%, de père et de mère. Je suis né d'un papa qui s'appelle Gustave Guibale
Et ma maman s'appelle Rogine Madiboula Paga. J'ai grandi sous leur impulsion, éducation. Et j'ai commencé mon école primaire parce que mon père c'est enseignant. Et il fut enseignant et aujourd'hui il est directeur jusqu'à aujourd'hui d'une école primaire. J'ai commencé mon école primaire avec lui à Mukedi. Et juste à 12 ans, il a préféré m'envoyer à l'internat. Pourquoi à l'internat? Parce que c'est un Kinois d'abord, mon père. Et ses parents étaient ici, sur place, à Kinshasa, mais lui, il est parti travailler en province. Et il a préféré que je sois à l'internat pour être formé. Je suis parti à Kikwit, à Infra. J'ai commencé ma première partie de l'école secondaire, qu'on appelait CO avant. Et quand j'ai eu mon certificat de CO, il a jugé bon, avec un peu de l'adolescence qui commençait à venir, il a jugé bon de m'envoyer encore plus loin pour être façonné par les prêtres. Et je suis allé au collège Notre-Dame à Idiofa. C'est là où j'ai eu mon diplôme d'État. Et j'ai eu mon diplôme d'État avec brio. Je suis arrivé, je suis rentré à Kinshasa et directement je suis allé au campus. Au campus, j'ai fait la prépo, la préparatoire polytechnique. Mais ce n'était pas ce que je voulais, parce que dès que j'ai découvert que là-bas c'était la construction purement et simplement, déjà en première, j'ai dit il faut que je fasse l'architecture. J'ai quitté le campus, je suis arrivé à l'IBTP à l'époque, en préparatoire. Comme tout étudiant, j'ai suivi le cursus normal, préparatoire, jusqu'en deuxième licence. J'ai eu ma licence d'architecture. Et pendant déjà que j'étais étudiant, je commençais déjà à travailler, en deuxième graduat. J'ai construit ma première maison, j'étais étudiant, j'étais en deuxième graduat. C'était difficile au début. Et je me suis fait encadrer par quelques architectes. Et finalement, ça commençait à couler de soi-même. Donc, quand je termine mes études, j'étais déjà en train de travailler avec des Sud-Africains. Bien sûr, je suis passé par les stages professionnels. J'ai travaillé au cabinet du grand professeur paix à son âme, Talangai. J'ai travaillé, j'ai fait une autre partie de stage chez le grand professeur Bijimine, qui est un grand architecte aussi. Et après, je me suis jeté dans la profession, comme tout le monde, et j'ai commencé à travailler. Mais dès que j'ai fini mes études, j'ai travaillé avec des Sud-Africains déjà. J'ai travaillé avec des Sud-Africains, ils m'ont adopté finalement, tout jeune que j'étais, ils ont fait de moi directeur technique dans la boîte. Et nous avons eu beaucoup de projets dans la ville. Et il y a le plus grand projet que je retiens, on devrait construire la cité de médecins. Ça s'appelait Doctor City. Et c'était le grand projet que j'ai conduit, qui ne s'est pas réalisé. Pourquoi? Parce que les médecins à l'époque avaient pris les terrains en face de l'aéroport. Et l'État a compliqué pour dire qu'il y a l'extension, le projet d'extension de l'aéroport. On ne pouvait pas réaliser ce projet-là. Donc voilà un peu comment ça s'est sombré. Et après, j'ai travaillé comme consultant au ACR. On a construit une cité de réfugiés vers Mitendi, 60 maisons. Nous avons conduit ce projet du début à la fin. J'ai travaillé au ACR, l'Union droits humains. On a construit aussi quelques bâtiments ensemble. Et de là, je suis parti comme consultant au BCECO. La première série des architectes qui ont travaillé avec BCECO, on s'est regroupé avec l'architecte Yassev et l'architecte Founi. Nous avons formé
une association qu'on appelait la Sobarche à l'époque. Et nous avons travaillé sur les écoles de Matongé, l'épée Matongé 1, 2, 3, et le collège de Ngiringiri et tout ça. Et après, BSECO, il y a eu beaucoup de projets qu'on a travaillé au BSECO. Et après BSECO, j'ai été pris par Medicus Mundi Navarra, qui est une ONG espagnole. J'ai fait un projet d'un hôpital général, 200 lits, à Ndembo, au Bas-Congo. Et nous avons suivi des études jusqu'à la réalisation. Nous avons fait la réhabilitation de Sonankulu, l'hôpital de Mbanzango, pour les gens qui connaissent ça. Nous avons construit une nouvelle morgue. Nous avons accompagné les bureaux de zones de santé, beaucoup d'autres projets. Il ne m'est pas permis de faire ma publicité, mais nous avons travaillé avec Medicus Mundi Navarra. Pendant ces temps, on allait tout le temps dans les réunions à la Banque mondiale et c'est moi qui représentais. Et bon, finalement, la Banque mondiale, on m'a fait un clin d'œil. Et j'ai quitté Medicus Navarra. Je suis allé directement à la Banque mondiale comme consultant dans les infrastructures. Et j'ai travaillé là-bas aussi, sur beaucoup de projets. Entre-temps, en privé, on a réalisé beaucoup de choses. C'est comme je dis, dans notre profession, il est interdit de faire la publicité, sinon on peut vous montrer des immeubles dans la ville de Kinshasa, de la Gombe, il y a des villas au standing, il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Donc beaucoup de réalisations. Beaucoup de réalisations. On a les couvents des sœurs. Donc, après avoir fait tout ce parcours-là, en 2000, j'ai décidé de tout arrêter pour aller faire le 3e cycle. J'ai arrêté de travailler, j'étais déjà stable et tout ça. Je suis allé en Afrique du Sud, je suis redevenu étudiant. J'ai monté dans les bus, je marchais à pied, mais pour faire mon master. Et j'ai terminé. Pendant que j'étais en train de terminer, j'ai attrapé un autre boulot où je travaillais comme chercheur à CSR. Les gens qui vivent en Afrique du Sud ou qui connaissent l'Afrique du Sud ou qui peuvent taper sur l'Internet, ils vont voir que je travaillais comme chercheur dans le domaine de l'architecture toujours. Parce qu'à CSR, c'est un bloc de têtes pensantes de savants sud-africains dans tous les domaines. Médecine, économie, toutes les branches. Donc faut qu'une autre personne me juge. Vraiment. Si j'ai travaillé là-bas, quand même, ils ont trouvé qu'on avait des capacités. Parce que j'ai commencé comme internship. Internship, c'est comme les stages. Par rapport à ma thèse que je faisais. Et après, je suis passé junior researcher. Après, j'étais simple researcher. Après, je suis devenu senior researcher. Jusqu'à ce que, vers 2009, j'ai démissionné. C'est parce que j'avais déjà l'intention de rentrer au pays pour amener cette expertise-là au lieu de rester à l'étranger, faire bénéficier aux étrangers. Vous savez, on est à l'aise chez soi. Et c'est comme ça que je suis revenu à Kinshasa. Quand je reviens à Kinshasa, je travaillais à Safricas comme project manager, donc l'équivalent des directeurs techniques. Et voilà, après, au fait, Arche, notre bureau d'études était déjà, ça existait déjà. Mais j'avais tout suspendu quand je suis parti aux études. Et quand je termine, je viens, bon, je dis, j'entre un peu à Safricas pour voir comment ça se passe et tout ça. 2 ans après ou 3, j'ai démissionné de là. Et voilà, j'ai repris mon bureau d'études, Arche, qui est jusqu'à aujourd'hui.
vous avez maintenant les architectes que vous devez nécessairement orienter et surtout vous avez ces titres-là du président des architectes du Congo. Et comment êtes-vous devenu président des architectes du Congo? Il y avait une élection, ça se passe comment? En 2015, que nous avons accédé ou intégré les comités de la SAC. J'étais comme président du conseil d'honneur. On a travaillé pendant 3 ans ensemble avec le président Claudien Boulimilo à l'époque. Et en 2018, juillet, nous avons postulé à la présidence de la Société des architectes d'abord. Et voilà, c'est comme ça que j'ai accédé, pour répondre à ta question, j'ai accédé à ces postes-là. Le président de la Société des architectes d'abord. Et Dieu a fait que nous puissions avoir l'ordre entre-temps. La loi est sortie le 13 juillet et jusque-là, l'Assemblée générale extraordinaire nous a reconduit comme président de l'ordre des architectes en attendant que les choses se mettent en place. Donc voilà un peu. Dites-nous un peu, l'ordre des architectes, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Et surtout, qui sera bénéfique pour notre pays dans le cadre des infrastructures, des constructions et tant d'autres choses? Je suis content d'abord d'être en face de vous parce que c'est vous qui nous avez accompagnés. Merci beaucoup. Pour avoir cet ordre ici. Vous avez vraiment été d'un grand apport parmi les journalistes qui nous ont accompagnés. Vous êtes un chevronné. Merci beaucoup. Vous avez fait par la pression que nous faisions, entre autres, vous nous avez accompagnés dans cette pression-là pour avoir ça. Nous avons eu l'ordre. L'ordre est là, la loi est là. Les architectes sont maintenant réunis en ordre. Avant, c'était une simple association. Mais aujourd'hui, les textes que eux-mêmes ont pu promulguer, les autorités, dit parmi les missions plutôt de l'ordre, que c'est un instrument de l'État, c'est un instrument technique de l'État. L'ordre est là, il faudrait que l'État sache que c'est son instrument et l'utiliser. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande ignorance ou, je dirais, un refus d'accepter que l'État doit travailler obligatoirement avec l'ordre dans les infrastructures. Mais ils doivent savoir que les textes restent les textes, la loi reste la loi. Nous sommes là, quand vous lisez notre loi, il y a un article qui parle de l'accompagnement de l'État dans tous les jurys et dans toutes les instances de décision par rapport aux infrastructures, par rapport à l'architecture, par rapport à l'espace vie de l'homme. Et c'est ce que nous demandons que l'État applique. C'est vrai, ça fait 59 ans qu'il n'y avait pas ça. Ce n'est pas en un clin d'œil que ça va arriver, parce que les gens étaient déjà habitués à faire les choses telles qu'ils les font. Généralement, ceux qui amènent des révolutions, ils sont même traités de fous. C'est après que les gens comprennent, ah, voilà, Newton avait raison qu'il y avait la pesanteur. Tel avait raison. Quand la personne qui a créé les 4 points cardinaux, on l'a traité de fou. Mais il a vu que le soleil sortait à l'est. Et il se couchait à l'ouest. Le nord, c'était en face et le sud, c'est derrière. Il a établi des principes. Les gens devraient suivre. Regardez toutes les révolutions du monde, vous allez voir que les gens ne sont pas compris. Quand Mandela se battait contre l'apartheid, les gens ne le comprenaient pas. Les gens étaient habitués. Même dans la Bible, Moïse vient sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme. Ils arrivent dans les déserts, devant la mer Rouge. Ils commencent à réclamer, mais pourquoi tu nous as sortis de l'esclavagisme? C'est après qu'ils ont compris que c'était très important de partir que de construire les maisons de Ramsès. Donc, nous voulons que l'État se mette en tête que
les infrastructures ne peuvent pas se faire sans l'ordre des architectes. Je viens de Brésil, M. Doudou. Oui. L'État brésilien ne prend aucune décision sur les infrastructures sans consulter l'ordre des architectes. La même chose en Afrique du Sud, là où j'ai étudié. La même chose partout au monde. Il n'y a qu'au Congo où l'État peut prendre des décisions. On nous dit même, on chante même une chanson que non, vous savez, les décisions de l'État sont au-dessous de la loi. Bon, je crois qu'il faudrait que certaines choses puissent être revues dans notre pays. Comment doit se présenter l'espace vie de l'homme? Ici, peut-être au Congo, pour être un peu précis. L'espace vie de l'homme, c'est la vie même naturelle. Vous savez, un architecte observe une personne. Mais en observant notre espace. Non, il y a des normes. Il y a des normes qui sont établies. Nous avons un livre qu'on appelle Neufert. Il y a des normes. Une chaise a des normes. Si on a fait une chaise 40-40, c'est par rapport à la dimension du bassin d'un homme. Si un couloir a un minimum de 120, 1,20, c'est en fonction des épaules de l'homme. Donc la partie du corps humain a des modules, en commençant par la tête, en commençant par les épaules, en descendant sur les épaules, le thorax, les jambes, les cuisses et tout ça. C'est ce qui fait que les normes. Ça doit aussi avoir cette sorte d'harmonisation. Donc, ça doit aussi exister dans la construction, dans nos infrastructures. Vous n'allez pas prendre une maison qu'un pygmée habite, vous mettez la porte de la même façon qu'une maison qu'un homme normal habite. Un pygmée, il est autour d'1,50 m. Donc, si vous mettez ce que nous appelons la lège de sa porte à 1,60 m, il est à l'aise. Mais M. Doudou, je crois que pour entrer dans une maison comme ça, vous devez vous incliner. Alors, il faudrait maintenant vous faire une porte à votre taille. On va mesurer, M. Doudou, il mesure 1,70 m. Les hommes mesurent entre 1,70 m jusqu'à 2 mètres quelques. Bon, on prend la moyenne, 2,10 mètres. La lèse d'une porte, c'est 2 mètres. Le cadre de notre ville, la ville province de Kinshasa, cette construction, la construction de notre ville, comment vous la trouvez, cette construction-là? Elle respecte les normes? Est-ce qu'il y avait, en fait, c'est qu'à peine que vous avez l'ordre, mais vous sentez qu'il y a vraiment une sorte de négligence ou de l'ignorance décriante? Vous savez, M. Doudou, à part la partie de notre ville que le Belge avait normalisée, les restes, c'est une construction anarchique. Tout ce qui naît maintenant, ce sont des constructions anarchiques. Quelqu'un se réveille, il arrive à Mitendi, il a acheté 1 hectare, il commence à diviser les parcelles. Déjà, même les normes sur les parcelles, mon Dieu, les parcelles de 10 mètres sur 10 mètres, c'est pas normal. La maison va occuper quelle superficie? Parce qu'il y a le taux d'occupation d'une maison dans une parcelle, il y a le taux d'occupation du jardin, la partie verte, la partie de l'homme. L'homme n'a pas que besoin, quand on parle d'espace vie de l'homme, il n'a pas que besoin d'une maison. Il a besoin d'un jardin, il a besoin d'un parc, il a besoin d'une route, il a besoin d'un parking, il a besoin d'un magasin, il a besoin d'un hôpital, il a besoin d'une école. Et tout ça s'entre dans les normes. Il faudrait que la réglementation vienne. Notre ville de Kinshasa, aujourd'hui, est déchirée. C'est une ville à 1000 morceaux. Parce qu'il n'y a pas un plan directeur. Il n'y a pas un plan d'aménagement d'ensemble. Nous devons d'abord repartir sur ces bases-là. Nous devons avoir un plan d'aménagement de la ville de Kinshasa, reconstruire ces plans-là. Nous sommes en lambeaux, la ville de Kinshasa est en lambeaux, déchirée dans tous les sens. Tout le monde va faire son lotissement là où il veut. Tout le monde va construire son immeuble là où il veut. Aujourd'hui, à ma campagne, vous avez les immeubles de 10 étages. Ma campagne, à l'époque, c'était un terrain et une zone résidentielle. Et Pigeon, aujourd'hui, vous avez des immeubles 5 étages, 10 étages. Mais c'était une zone résidentielle. Cité Maman Mobutu, Cité Verte, c'était des zones résidentielles. Mais aujourd'hui, on en a transformé même en zone commerciale. La ville de Kinshasa, c'est un marché ambulant.
C'est un marché à ciel ouvert. Vous avez les ligablos partout. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à la Gombe. À Royal, il n'y avait pas de ligablos. Il n'y avait pas de ligablos. Kalina, il n'y avait pas de ligablos. Ma campagne, il n'y avait pas de ligablos. Mais aujourd'hui, partout, il y a des ligablos. Parce qu'il y a un problème aussi. Les gens qui ont loti, les gens qui ont construit des nouvelles cités, ils n'ont jamais pensé aux magasins de proximité, par exemple. Il n'y a pas de magasin de proximité. Quelqu'un, quand il sort le matin, il veut acheter le pain, il doit prendre sa voiture, démarrer la voiture, aller à 2, 3, 5 kilomètres pour acheter du pain. Mais demain, quand un chailleur amène le pain, le monsieur achète. Le chailleur va aller dire aux autres, il dit, bon, écoutez, là-bas, il y a un marché. Les gens ont besoin de brosse à dents, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin. Et c'est là où on est en train de pendre le marché partout. C'est pourquoi on doit repenser sur nos villes. Il n'y a pas que Kinshasa. Toute la République. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Vous avez un sérieux problème, vous avez vraiment du travail à faire. C'est un boulot, c'est pas de la blague. Il faudrait que nous puissions mettre toutes ces structures-là en place. C'est pourquoi nous, l'Ordre des architectes, nous devons travailler pour aller vite aux élections, mettre des structures en place, et que les structures que nous allons mettre en place au niveau national vont nous conduire au niveau provincial, de façon que nous puissions aussi doter de chaque province de conseil provincial de l'ordre. Et l'effectif des ingénieurs sera suffisant pour répondre à tous ces besoins-là? L'effectif des architectes? Oui, des architectes, parce que les ingénieurs là vous êtes contre ça. Là, il faut aller chez le président Médard, qui s'occupe de l'ONESIV, là sont les ingénieurs. Oui. L'effectif pose encore problème, parce que le pays est grand. Mais déjà, il faut qu'on commence avec ce que nous avons. Si nous avons 1500 architectes aujourd'hui, qu'on commence d'abord avec les 1500. On va voir après, il y a beaucoup d'écoles qui sont en train de naître. Je crois que d'ici 10 ans, on n'aura pas le problème d'effectifs. Il y a aussi la diaspora, à qui nous faisons appel. Il y a beaucoup d'architectes qui sont à l'étranger. Et les expatriés pourront aussi travailler comme ça? Sans votre, en fait, ils doivent faire comment, les expatriés? Les expatriés, il n'y a pas de conditions? Ils sont obligés de passer par l'ordre des architectes. Ils sont obligés. Et ils doivent être sûrs que la loi de la réciprocité est démise dans leur pays. Aujourd'hui, sur les tableaux que nous sommes en train d'établir maintenant, on a déjà inscrit, je crois, 5 expatriés. Ils nous ont amené une correspondance de leur pays qui autorise que les Congolais aussi puissent aller travailler là-bas sans problème, en remplissant les conditions, bien sûr. Donc, pour les expatriés, il n'y a pas de problème. Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons interdire aux étrangers de venir travailler chez nous. Non, nous avons besoin aussi de l'expertise extérieure. Mais ce n'est pas pour occuper des postes d'administration. Par exemple, dans l'administration, il y a des conditions. Là, il faudrait voir avec l'administration quelles sont les conditions qu'ils vont mettre en place pour un expatrié. Mais pour les libéraux, nous avons déjà établi des conditions. Donc, s'ils viennent, ils sont obligés de passer à l'ordre pour commencer à exercer dans notre pays. Dites-nous un peu, parce que là, maintenant, nous voyons un sérieux problème. Dans les 100 jours du président, est-ce qu'on vous avait associé? Parce qu'on a vu plus les routes, on a essayé de réhabiliter et tout ça. Et à part ça, les problèmes des sauts de moutons, je ne sais pas si vous avez peut-être une idée là-dessus. Ça va aussi résoudre les problèmes, des embouteillages et tant d'autres problèmes. Et s'il y a des idées, vous pouvez aussi aider comme ça notre pays et surtout tous ceux qui travaillent là-dessus pour qu'ils orientent un peu la chose de façon à résoudre réellement notre problème au lieu d'en créer d'autres. Je ne sais pas pourquoi vous les journalistes vous cherchez toujours. Attends, les 100 jours sont déjà passés. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on parle des 100 jours? Vous avez associé. Mais pourquoi vous voulez qu'on parle des 100 jours? C'est déjà passé. Vous avez associé. Pourquoi, M. Doudou, vous voulez qu'on parle des 100 jours pendant que c'est déjà passé? On peut voir autre chose. On vous a associé ou non? Bon, je ne sais pas si on était associés. Officiellement, non. Okay. Officiellement, non. Nous n'avons pas reçu une correspondance, nous n'avons pas reçu une invitation, nous n'avons pas... Rien du tout. On n'a pas été associés.
on n'a pas été associés. C'est parmi les choses que nous sommes en train de décrier. Bon, peut-être tu vois les politiciens en ces moments-là, ils venaient d'arriver, il y avait beaucoup de choses dans la tête, tout ça. Mais maintenant, je crois que les prochains 100 jours, nous allons recevoir l'invitation. Nous allons recevoir l'invitation et on va être associés. Parce qu'on a assez parlé, on a beaucoup parlé, et il est temps qu'on comprenne que vous êtes en train de parler des routes. Moi je disais à une des émissions, je dis, le développement d'un pays, ce n'est pas que les routes. Le développement d'un pays, c'est l'homme d'abord. C'est l'homme d'abord. Comment l'homme vit? Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan architectural, sur le plan urbanistique, sur toutes ces choses-là. La route n'est qu'une voie de communication entre deux points. Le premier point de départ de la route, c'est l'homme, là où il vit. Le deuxième point, c'est là où l'homme vit. Où c'est une source de production, où c'est une source de consommation. Donc la route n'est pas qu'un élément important c'est pas indispensable pour le développement. Il y a des pays où il n'y a pas de communication par route. Les gens peuvent communiquer par les voies ferrées, les trains. Les gens peuvent communiquer par le bateau. Les gens peuvent communiquer par les voies aériennes. Donc aujourd'hui, la route ne doit pas être au centre de tout ça. Mais comment les gens là, pour qui vous construisez les routes, vivent? Ils sont dans quelles conditions de maison? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le coefficient intellectuel de l'homme qui dépend de l'espace où il vit. Le coefficient intellectuel de l'homme, l'enfant, dépend de l'espace. Tu prends un enfant qui vit dans une petite maison, un enfant qui vit dans une grande maison, ils ne réfléchissent jamais de la même manière. Alors, je veux bien qu'on puisse faire les routes, se concentrer sur les routes. Mais où est-ce qu'on a pensé pour l'habitat? Quand est-ce qu'on va faire des projets sur l'habitat? Quand est-ce qu'on va faire des projets sur l'urbanisme? Quand est-ce qu'on va faire des projets pour les plans directeurs de toutes les villes de notre pays? Nous ne devons pas que nous arrêter aux routes. La route ne fait que partie intégrante du milieu où vit l'homme. Et la route ne doit pas être tracée n'importe comment. Elle doit faire partie et de l'architecture de la ville, de l'urbanisme de la ville. Tout ça, ça s'entrechoque. Alors, l'histoire de ce mouton, moi je crois qu'il faudrait que vous, les journalistes, vous puissiez aller vers ceux qui sont en train de faire de son mouton pour qu'ils vous en donnent plus des explications. Parce que moi, en tant qu'expert, je n'allais pas conseiller qu'on fasse son mouton maintenant. Ce n'était pas le moment venu pour ça. Pourquoi? Il y a des priorités plus que ça. Est-ce que vous pouvez prendre votre voiture de Mariano, vous débouchez à Mongafula, pendant qu'il y a une route qui a été tracée par les Belges? C'est impraticable. Vous pouvez prendre votre voiture de la Fikine, vous sortez ici à Lupin, pendant qu'il y a une route qui a déjà été tracée par les Belges. Nous avons des communes qui sont désenclavées. Makala, il n'y a pas de route. Selembao, il n'y a pas de route. Bumbu, il n'y a pas de route. Vous savez, dans la vie, je veux bien l'impact visible, l'impact politique. Je suis d'accord avec. Mais il faudrait aussi se mettre en tête que cet impact-là doit avoir l'impact sur la population. Celui qui fait une route de Mariano jusqu'à Mongafula et celui qui fait un 100 moutons sur 24, qui a servi la population? Il faut qu'on se pose des questions. Et ces sauts de moutons, de quelle manière on le fait? Vous savez, dans une ville, il y a ce qu'on appelle l'architecture de la ville, la beauté de la ville. Je donne un exemple à quelqu'un. Le boulevard du 30 juin vient avec 4 bandes.
de la gare centrale à Sosimat. À l'heure où les gens quittent le travail, pourquoi il y a un embouteillage à Sosimat? Parce qu'il y a un système d'entonnoir. C'est-à-dire quoi? Je viens avec 4 bandes, brusquement je me retrouve avec 2 bandes. Donc tout le monde, tout le flux des 4 bandes doit entrer maintenant dans les 2 bandes. C'est ce qui crée l'embouteillage à Sosimat. Alors maintenant je suis en train de faire mon saut mouton sur le boulevard Croisement 24. Les mêmes problèmes qu'il y a à Sosimat, je les crée maintenant sur 24. C'est-à-dire quoi? Celui qui vient de la gare centrale, il vient avec 4 bandes. Et si je dois prendre le pont, je dois réduire à 2 bandes. Celui qui quitte Sosimat, qui va en ville, il vient avec 4 bandes. S'il doit monter sur le sol mouton, il doit prendre 2 bandes. Donc j'ai créé 3 fois les mêmes problèmes qui se posent à Sosimat. On n'a pas réfléchi. Est-ce que ça coûte quoi de prendre les experts, poser la question? Si on ne veut pas travailler avec les experts, qu'on pose ne fût-ce que la question. Ça, c'est l'aspect d'abord de faisabilité de ce qui va se passer dans cette ville. Deuxièmement, tous ces bétons qu'on est en train de bombarder dans les villes, avec les sauts-moutons, il y a les phénomènes de réchauffement climatique. Les gens sont en train de quitter les bétons aujourd'hui comme matériaux. Est-ce qu'on voit les taux de béton qu'on est en train de déverser dans la ville de Kinshasa? Le béton a la capacité d'absorber la chaleur et de refouler les soirs. C'est-à-dire quoi? C'est le CO2 qu'on va créer. Et vous allez voir, la végétation autour va commencer à mourir à cause de la chaleur. Et nous allons créer les problèmes de réchauffement. Nous avons amplifié les problèmes de réchauffement climatique. Il y a beaucoup d'éléments en ça. On peut faire les sols moutons avec des bétons qu'on appelle composites. Les nouveaux matériaux de construction qui se fait à base de plantes. Ça coûte cher? Non, même pas. Même pas. Il y a des pays qui aujourd'hui font de routes avec les déchets des noix de palme. Parce qu'ils sont en train de fouiller le béton. Les matériaux, il y en a plein maintenant pour le béton. On pouvait faire d'autres méthodes. On fait, par exemple, j'ai vu dans d'autres villes aujourd'hui, ils sont en train de prôner des habitations, comment je peux prendre ça en français, on fait un mur, mais après on vient habiller avec des plantes. Les habitations vertes. Les habitations vertes. On pouvait faire une structure métallique, mais après on vient l'habiller avec l'habitation. Donc il y a beaucoup à faire. Et quand vous allez sur le plan esthétique, ou le plan architectural, les ponts qu'on est en train de faire, est-ce que ça a été designé? Quel design? Parce qu'une architecture, un ouvrage donne un message. C'est un message, quand quelqu'un entre dans la ville, il comprend que ici, c'était ça, ici c'est ça, ici c'est ça. Quel est le message qu'on donne sur le plan de tous ces sons de moutons qu'on est en train de faire? Donc ça doit être bien réfléchi bien avant. Non mais, monsieur Doudou, ce sont des choses qui ne se font pas. On se lève un matin, on dit, bon, on appelle un bureau d'études, dessine-moi un pont ici, et là-bas, je descends là-bas, je fais monter les gens, ils descendent là-bas. C'est toute une étude. Ça peut vous prendre 6 mois, 1 année avant de faire ça. Parce qu'on doit voir les contraintes environnementales. On doit voir les contraintes climatologiques. On doit voir les contraintes sociales. On doit voir les contraintes économiques. On doit voir la priorité aussi. Parce qu'on fait ça pour les humains. On fait ça pour la population. Parce que tout le monde parle au nom de la population. Mais je vous ai donné l'exemple. Entre la route de Selembao et un saut de mouton, qu'est-ce qui a de l'impact sur la population? Palpable et visible. Je ne peux pas aujourd'hui être de celui qui se lève pour m'opposer à tout ce qui s'est fait et tout ça, mais au moins en tant que technicien,
j'ai la conscience chargée. J'ai la conscience chargée et je dois dire les choses telles qu'ils doivent. C'est comme ça que nous demandons que, avec tout ce qui arrive comme structure, gouvernement, mandataire, et tout ça qui viendront, que le nouveau chef, avec sa belle vision de reconstruire ces pays, puisse mettre des techniciens à la place qu'il faut. Tout ça, c'est l'amateurisme. Tout ça, c'est le manque de conseils des techniciens. Tout ça, c'est le manque de la consultance des organes qui sont là pour faire ces travaux. Je posais la question à un juriste. Vous avez déjà vu au ministère de la Santé un avocat comme ministre? Doudou, vous êtes un journaliste chevronné. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu un architecte ou un ingénieur ministre au ministère de la Justice? Jamais. Mais pourquoi est-ce que dans le domaine des infrastructures, on doit nous mettre tout le monde? Pourquoi? Voici les résultats. Le résultat est là. On va demander au ministre, va poser la première pierre. Il ne sait même pas c'est quoi. Ok, il pose la première pierre. Mais si c'est un technicien, il va vous dire, donnez-moi l'étude de faisabilité. Donnez-moi les études. Je veux voir les études de sol. Je veux voir ceci. Je veux voir le cahier des charges. Je veux voir qui a conçu ça. Je veux voir. Et la personne doit défendre le projet devant la personne. Venez avec vous. Ok, nous voulons que tout le monde travaille. Tous les bureaux d'études travaillent. Ils ont une capacité parce que le Congolais, il est intelligent. Venez avec votre projet, défendez devant l'autorité et l'autorité va prendre une décision si ça doit se faire ou pas. Mais quand vous allez prendre une cellule de 100 jours, je ne sais pas, moi, une cellule, je ne sais pas, les sauts de moutons se sont décidés. Dans quel service, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'il y a eu cette conférence technique? Est-ce qu'il y a eu cette réunion technique? Est-ce qu'il y a eu... Je posais la question à une personne, il m'a dit, non, tu sais, ce sont les experts qui ont travaillé, et vous, c'est parce qu'on ne vous a pas donné des marchés, et parce que... Vous êtes jaloux, c'est ça? Et nous sommes jaloux. Avant les sons de moutons, les architectes ont existé. Après les sons de moutons, les architectes vont exister. Parce que le métier d'architecture, d'architecte plutôt, il n'y a pas de retraite. Mais la politique n'est pas une carrière. Donc ce n'est pas un problème de jalousie. Il n'y a pas un problème de jalousie. C'est un problème, nous voulons que même s'il faut faire du volontariat, qu'on le fasse, mais au moins que les normes soient respectées. Au moins que les choses se fassent comme ailleurs. Les études, quand je vois tous ces plans-là, j'ai mort dans l'âme. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit détruire la ville telle qu'on est en train de la détruire? Aujourd'hui, vous avez posé le problème des circulations. C'est devenu impossible de circuler. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas, ne fût-ce que faire un planning d'exécution, dire que bon, la ville de Kinshasa, nous la répartissons en 4 zones. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Nous commençons par Sud. On communique avec la population, on dit non, écoutez, maintenant, nous allons faire des travaux du côté Sud, ne passez pas par là, tout ça, tout ça. Mais ici, on n'a même pas ce sens-là de rendre compte à la population. Est-ce qu'on vous respecte? Bon. Est-ce qu'on respecte la population, c'est ça? Mais tout le monde parle au nom de la population, non? Peuple. Moi, c'est le peuple. La base a parlé. Ah, moi, c'est que ceci. Le peuple d'abord. Et c'est ceci, c'est là. Tshisekedi Alobaki, le peuple d'abord. Il s'est battu jusqu'à la fin, il n'a jamais changé sa position, jusqu'à ce qu'il est allé sous terre. Mais tout le monde qui parle au nom du peuple, est-ce qu'on respecte le peuple? On a une campagne qui pouvait se faire. C'est la méthodologie, au fait. Quand vous êtes technicien, c'est votre domaine. C'est comme un médecin, quand vous allez pour... vous dites que je suis malade, il commence par la consultation, il commence par les diagnostics, il prend les signes vitaux, il fait ceci, avant de vous prescrire un médicament. Mais ici, vous arrivez devant un médecin, il vous dit, j'ai mal à la tête, donnez-lui la quinine. C'est ça ce que nous voyons. Pour vulgariser, pour montrer aux gens que non, voilà, il y aura perturbation de circulation. Ne prenez pas telle route, il faut prendre telle route. Vous avez vu à la prestation de serment de Ramaphosa,
le président Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Nous habitons autour, les habitants autour du stade avaient reçu 1 mois à l'avance un communiqué pour leur dire que le jour de la prestation de serment, faites attention parce que vos avenues vont devenir des parkings. Alors signalez-nous s'il y a un malade, s'il y a une femme enceinte, s'il y a une urgence pour qu'on laisse un couloir de passage. Pour la prestation de serment d'1 jour seulement. 1 jour seulement. Et ils ont écrit, j'ai le communiqué dans mon téléphone. Et ils ont écrit également, veuillez nous excuser pour le bruit qui va se faire pour la perturbation de votre vie paisible et naturelle. C'est ça, respecter la population. Voilà, alors, M. Brunel Joseph Guy-Balé, en tout cas, nous sommes très contents de vous recevoir parce que vous savez, nous avons eu des informations vraiment qui, je crois bien, feront du bien à nos téléspectateurs qui vous ont suivi. Mais nous sommes arrivés au terme de notre émission et je crois